Le docteur Bogasako, bonjour, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, cher ami Jacques Roger. Je salue tous les compatriotes qui sont connectés. Je salue la Côte d'Ivoire qui nous écoute. Et puis, je souhaite, en tout cas, très belle résurrection du Christ pour tous les chrétiens du monde, pour tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Et je puis vous garantir qu'avec cette résurrection, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui va renaître pour être une Côte d'Ivoire beaucoup plus juste, hein, beaucoup plus fondée sur les droits de l'homme. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bogasako Gervais. Crise d'État, cacao, élection. Qui tient réellement, cher ami, le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'est une patin, ou bien ce soir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Pas donc de langue de bois, comme d'habitude d'ailleurs. Pas donc de faux semblants, oui. On va dire les choses telles qu'elles sont. Et parfois, c'est assez important pour réveiller nos compatriotes. La Côte d'Ivoire vend donc une image donc, de stabilité. Mais en réalité, le pays est sous tension. Un gouvernement qui ressemble à un partage donc, de postes. Une économie donc, du cacao qui vacille. Et des élections qui ne convainquent plus personne. Oui. Alors, la vraie question est la seule qui vaille. Oui, qui contrôle réellement ce pays aujourd'hui? Et est-ce que encore le peuple ou donc un système verrouillé, organisé et structuré? Et pour en parler, comme je le disais en début d'émission, un homme qui ne mâche pas ses mots, docteur Bogasako Gervais. Docteur, encore une fois, rebonjour et bonne fête de Pâques, j'allais dire, Paquino. Merci beaucoup, Jacques Roger. Merci. Et comme je l'ai dit tantôt, merci pour l'introduction hein, qui résume toute la situation. Bonne fête de Pâques à nous tous. Et puis, joyeux anniversaire au passage, hein, parce que il faut que les Ivoiriens sachent quand même que c'est un grand retour hein, à travers cette émission d'aujourd'hui. Nous avons essayé de faire marcher dans les pas de ce en quoi nous croyons. Nous avons marché dans les pas du Christ pour nous, les chrétiens. Pendant 40 jours, nous avons essayé de respecter un tant soit peu les prescriptions religieuses, mais surtout de faire une sorte d'introspection en nous-mêmes et puis regarder un peu notre propre personne, mais regarder également notre pays et puis dire, franchement, il y a de quoi se réveiller et je pense que cette résurrection-là va marquer un nouveau départ. Je suis là pour que nous puissions en parler, évidemment, sans faux fuyant. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Boga. On commence d'abord par le gouvernement de Begré Mambé. Hein. On parle donc du partage. Est-ce qu'on parle ici du partage du gâteau ou de contrôle? Alors, d'où la première question, docteur. Le pouvoir réel, clan, stratégie et succession. Donc, la première question que je vais poser donc, au docteur Boga Sako, quelle est de façon, avant de commencer les missions, quelle est réellement la lecture que vous faites de la situation? C'est une question ouverte. Hein? Ça va nous permettre en même temps donc de situer le contexte de notre émission. De façon générale, après donc la formation du gouvernement donc de M. Ouattara, voilà. Quelle est réellement, disons, l'impression ou bien où va la Côte d'Ivoire? Où se situe la Côte d'Ivoire, docteur Bogasako? Alors, merci pour la question globale. Et la réponse, elle est toute simple. C'est que le quatrième mandat, il a du mal à s'imposer. D'ailleurs, même pour l'obtenir, il a fallu cracher sur le droit, cracher sur les libertés, marcher sur les Ivoiriens. Heureusement, nous avons été beaucoup plus prudents pour ce qui concerne les Ivoiriens qui refusent qu'on leur impose, qu'on marche sur le droit, qu'on marche sur leurs droits. Nous avons été prudents et donc le nombre de morts a été limité. Et heureusement, la plupart des grands leaders, les résistants se retrouvent en prison. Se sont retrouvés en prison. Certains ont commencé à sortir, mais globalement. Donc, ce quatrième mandat, c'est dans la douleur qu'on nous l'a imposé. Et donc, il s'agit maintenant de le consolider. Pour consolider le braquage électoral, il faut prendre des guerriers, des hommes, j'allais dire des fidèles parmi des fidèles, et
positionner là où il faut pour que ce pouvoir-là ne leur échappe pas. Or, qui plus fidèle que son propre frère ou son propre fils? Donc, vous imaginez un peu ce qui se passe, c'est que, à la vérité, d'un état de droit, d'une démocratie, on est en train de basculer dans une monarchie où la dynastie Ouattara scelle les verrous pour que la Côte d'Ivoire ne leur échappe pas. En Donc, fait, position, oui. docteur Boga, est-ce que c'est une équipe de compétences ou un casting politique pour satisfaire Ah non, les non, intérêts? la compétence n'a pas sa place ici. La compétence n'a pas de place. Vous êtes bien placé pour savoir que depuis que M. Ouattara a dit au pouvoir, la plupart des gens qui sont dans son gouvernement, ce sont ceux qui étaient dans la rébellion. C'est-à-dire que c'est la récompense des va-t-en-guerre, des fidèles parmi les fidèles, j'allais dire même des tueurs à visage découvert, on récompense. Donc il y a des gens qui sont indéboulonnables dans ce gouvernement, en tout cas autour de Ouattara. Donc il n'y a pas la place pour la compétence. Parce que s'il y avait la place pour la compétence, à la vérité, comme ça se fait dans tous les pays du monde, parfois on recrute des technocrates sur la base de leurs compétences. En Côte d'Ivoire, tout le monde n'est pas RHDP. Il y a des Ivoiriens même, des hauts cadres, qui ne font même pas la politique. Et donc ceux-là, on ne les nommera jamais. Et ils ne serviront jamais leur pays. Et pourtant, ils sont compétents parce qu'ils sont arrachés à l'international. Donc la compétence n'a pas sa place ici. Même si quelqu'un parmi eux, pour ne pas le nommer, disait que si Ouattara fait un quatrième mandat, c'est à cause de l'incompétence des Ivoiriens. Incompétence parce que les Ivoiriens ne sont pas des va-t-en-guerre. Les Ivoiriens ne sont pas tueurs. Les Ivoiriens sont incapables de prendre les armes contre eux-mêmes, contre leur patrie. Et donc, c'est peut-être ce qu'ils appellent l'incompétence. Mais donc, la question fondamentale que vous avez posée, la réponse la plus claire à donner, c'est que les Ouattara verrouillent le pouvoir d'Abidjan pour ne pas que le pouvoir échappe aux Ouattara. Parce qu'ils savent comment ils l'ont acquis. Au prix du sang des Ivoiriens, donc il ne faut pas qu'ils s'en aillent. Parce que les comptes à rendre seront énormes, seront forts. Donc ils veulent tout faire pour s'accaparer du pouvoir. Voilà la seule réponse qui vaille. Et j'ai dit. Alors, au vu de ce qui est en train de se passer, docteur Bogasako, hein, est-ce qu'on peut dire que l'après-Ouattara a déjà commencé? Ou bien, selon vous, c'est l'après-Ouattara, ça sera encore Ouattara? Ah non, oui, a déjà commencé, n'a pas commencé. Tout se dessine là. C'est-à-dire que on veut donner un peu de légitimité au successeur. Si tant est qu'il n'en a pas, on veut lui donner un peu de légitimité. Alors, il va se faire élire à Abobo. Il va se faire élire à Abobo, il va arriver au Parlement. Et même au Parlement, les gens étaient carrément prêts à en faire le président de l'Assemblée nationale. N'eût été la vigilance et les critiques des Ivoiriens. Donc, comme ça n'a pas marché au Parlement, on le bascule à la primature. Mais il ne peut pas être Premier ministre. Ça va faire trop clash devant le peuple ébrié qui sont fiers aujourd'hui de voir leur fils Begre Mambé être à la primature parce que n'oubliez pas que notre capitale économique, Abidjan, est basée carrément sur le village des Bidjan. Hein? Voilà. Donc, cher ami, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, simplement que on est en train d'armer, on est en train de verrouiller le pouvoir à travers un successeur qui est déjà destiné. Je vous dis que souvent j'ai lu des écrits où les gens disent est-ce qu'il y aura un match entre Patrick Hachi et tout même bon, Patrick Hachi a déjà donné les couleurs lors du congrès quand il a dit que le Ouattara 2 était très populaire et tout. En la vérité, eux tous au RADP, la seule personne qu'ils craignent en dehors du président Ouattara, c'est le Ouattara 2. C'est la photocopie. Donc, aujourd'hui, Ouattara en profite pour donner les armes nécessaires,
non seulement au niveau gouvernemental, il lui donne les verrous, mais surtout, il lui donne le levier de l'armée. Et je crois que le pays qui a le plus simplifié les bavardages, les débats, c'est le Cameroun, avec le décret qui vient de sortir, parce que finalement, ces deux pays-là se ressemblent avec l'extrême longévité des dirigeants au pouvoir, encore que, comment dirais-je, le doyen du Cameroun, il n'a pas d'égal à la matière, mais il a coupé court à tout le débat, c'est-à-dire à tout le folklore, à tout l'habillage que M. Ouattara se donne de la peine à mettre en place en Côte d'Ivoire. Lui, il a coupé court, il prend un décret. Son fils, on crée le poste de vice-président qui n'existait pas au Cameroun au passage. Et on nomme le fils comme vice-président et le débat est clos. Avec les mêmes pouvoirs sur l'armée. C'est-à-dire qu'il a même temps ministre délégué pour l'armée. Donc c'est le même schéma, sauf que le Cameroun a été très grossier, là où M. Ouattara essaie d'édulcorer. Mais tout ça, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Les Ivoiriens Oui, mais ils sont très intelligents. est-ce que ce n'est pas pratiquement pour finir la même chose quand on va directement au décret numéro, je crois que c'est 2026-84 du 4 mars qui change pratiquement tout. Ce décret, docteur Boga, renforce donc le pouvoir de M. Ténébrahima Ouattara, c'est clair, coordonne, donc, si vous voulez, donc, une partie donc, du gouvernement. On parle donc de possibilité donc, d'assurer l'intérim du Premier ministre, contrôle déjà établi sur la défense et les services stratégiques, docteur Bogasako. Oui, alors, Ce n'est pas oui. pratiquement la même chose. Non, 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 mais regardez, en temps normal, en temps normal, le Premier ministre, quelles que soient les attributions de tout ministre, le Premier ministre reste le patron. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est le chef du gouvernement. Donc, les autres, les ministères, là, quelles que soient les attributions puissantes qu'on peut donner à un ministre, tant qu'il est en dessous du Premier ministre, il est en dessous du Premier ministre. Je ne sais pas si tu comprends exactement ce que j'explique. Or, dans le cas d'espèce, on crée un poste de vice-premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir concurrencer, quelqu'un qui va venir défier le Premier ministre. Et non seulement on crée ce poste-là, mais dans les attributions, on précise en même temps tout l'armada militaire dont il est le chef. Autrement dit, la seule chose qui a manqué, c'est de dire qu'il est le chef des armées. Puisque au regard, autant pour moi, hein, puisque au regard de la Constitution, il est le chef des armées reste encore le président de la République. C'est tout ce qui a manqué dans ce décret d'attribution qui a été pris le 4 mars. C'est un décret qui va faire date. Donc, en clair, on a deux premiers ministres dont l'un a les attributions les plus claires. Il a le contrôle de l'armée, il a le contrôle, il a un certain nombre de pouvoirs qui va finalement échapper à celui qui est censé être son patron. Vous voyez? Donc, quelque part, le déséquilibre est tout à fait clair. Et donc, la force est mise à la disposition de Ouattara II, qui, quelque part, est en train d'être dessiné comme le successeur. Quand j'ai fini de dire tout ça, mon cher Jacques Roger, dans tous les cas, c'est toi qui poses les questions, mais c'est la réaction des Ivoiriens par laquelle je chuterai tout à l'heure quand tu me donneras l'occasion. Pour conclure avec ça, est-ce que on n'est pas en train donc d'assister donc à une prise de pouvoir progressive sans passer par les urnes? Exactement, un peu comme ça. J'ai dit que cette fois-ci, on peut se permettre la comparaison des deux pays. Le parallélisme est tout à fait clair du côté du Cameroun. Parce que Paul Biya, pour ne pas le nommer, est plus que âgé, la 92e là-bas et tout ça. Donc, à un moment donné, si la nomination de son fils passait, dans les quelques mois qui vont suivre, vous allez voir qu'il va rendre sa démission et le petit frère, le fils nommé,
va prendre la relève. En Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le même schéma que l'on veut dessiner, mais avec beaucoup de tact, avec beaucoup de subtilité. Mais ça saute aux yeux. Vous voyez, vous vous rappelez que le vice-président était élu, le premier ministre, pardon, le vice-président était élu en même temps que le président. C'était ce qui avait été établi dans la première constitution. Et puis ça a été changé et on dit que le président maintenant nomme son vice-président. D'ailleurs, même l'actuel, on ne sait même pas sur quelle base juridique il est toujours vice-président, puisque depuis que le quatrième mandat est enclenché, il n'y a pas eu de nomination pour un nouveau vice-président. Donc, il n'y a pas de chose, il n'y a pas de changement de régime, c'est la continuité. C'est pour cela que j'estime qu'avec les pleins pouvoirs qui viennent d'être donnés dans ce décret à Ouattara II, vous allez voir que c'est sa place qu'on est en train de dessiner très clairement. Et c'est pour cela que, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'élite, en tant qu'intellectuel, en tant que cadre, en tant que fils de la Côte d'Ivoire, en tant que patriote, les messages que nous voyons, les messages que M. Ouattara nous envoie, doivent nous interpeller. On ne peut pas subir un dictateur pendant une vingtaine d'années selon son schéma, selon ce qu'il est en train de dessiner, et puis venir subir encore son successeur désigné. Parce que, cher ami Jacques Roger, on n'aurait jamais fait ce débat-là si les élections étaient aussi transparentes et propres en Côte d'Ivoire. On n'aurait jamais eu ce débat si les élections étaient objectivement organisées. Parce que pour nous, qu'il nomme son épouse, qu'il nomme sa maman, qu'il nomme son père, qu'il nomme son frère, qu'il nomme, on s'en fout. Tant que nous savons que l'élection est transparente et que chacun peut avoir ses chances d'accéder au pouvoir. On a vu ici avec les Kennedy aux États-Unis, la famille Kennedy est toute dans la politique. Ça ne dérange personne. Les Bush, on a vu un Bush père, un Bush fils devenir président. Ça n'émeut pas les Américains parce que les Américains ont confiance dans leur système électoral. En Côte d'Ivoire, si nous avions un système électoral garanti, fiable, on n'aurait même pas discuté des Ouattara 1, Ouattara 2, parce que nous savons qui nous allons voter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela que nous ne laisserons non seulement ce quatrième mandat-là, nous continuons de le combattre et nous savons que nous allons gagner ce combat. Nous allons avoir raison de ce quatrième mandat qui n'ira jamais à son terme. Je vous parle avec la conviction. Et je vous ai dit, nous sommes revenus avec la résurrection. Nous sommes encore plus forts. Et nous allons nous opposer à ce quatrième mandat jusqu'à notre dernier souffle. On va le faire avant qu'un certain Ouattara II ne rêve de venir à la tête de notre pays. Et j'ai dit. Alors, mais justement, docteur Boga-Sako, soyons clairs. Hein. On a parlé tout à l'heure donc de la succession de M. Ouattara. Est-ce que cette succession de M. Ouattara est-elle déjà verrouillée avant même que le peuple ne vote au niveau même mais du... évidemment, c'est une façon de dire ce que je viens exactement d'expliquer. C'est-à-dire qu'il verrouille tout, et puis parce qu'il n'y a pas d'élection chez nous. Il n'y a jamais d'élection. Donc, quand il le fait, il a déjà passé le flambeau. Il a voulu passer par l'Assemblée nationale, mais bon, il a vu que c'était un peu compliqué avec le débat entre Bitogo et tout ça. Il a préféré carrément procéder par nomination. C'est que j'ai raccourci en disant qu'au Cameroun, ça s'est passé de la façon la plus grossière, la plus visible. Je nomme mon fils vice-président. D'abord, je crée le poste pour lui, je le nomme, et puis à un moment donné, quelques mois après, je lui passe le flambeau et je pars me reposer. Ainsi, sans élection, les Camerounais auront un nouveau président. En Côte d'Ivoire, ça ne marchera pas. Parce que autant nous nous sommes opposés au quatrième mandat, autant nous nous opposerons à la succession, à cette dynastie des Ouattara à la tête de notre pays. Et j'ai dit hier non, j'ai dit non aujourd'hui, je dirai toujours non. Et j'ai dit. Oui, mais docteur Boga, cette opposition jusqu'à présent face à Ouattara n'a pas apporté les fruits. Qu'est-ce qui dit que l'opposition face à Ouattara 2 apportera les fruits? Ce n'est pas une question d'opposition politique. Ce dont nous parlons là, ce n'est plus une affaire d'opposition politique. C'est une affaire de chaque Ivoirien. Dans un pays où il n'y a pas d'élection, dans un pays où les élections sont pratiquement, je l'ai dit, pipées depuis le départ. Tout à l'heure, nous allons parler d'autres élections. Hein. Ce pays-là, on n'organise plus jamais d'élections.
On ne fait que désigner quelqu'un et puis on le positionne. Et donc, tant qu'on est dans cette circonstance-là, je suis désolé, mais c'est comme si les Ouattara se préparent à une succession à la tête de notre pays. On ne peut jamais accepter ça. On ne l'acceptera jamais. Et je dis. Est-ce qu'Aurélie encore, docteur Bouga, est-ce que le pays est encore gouverné? Est-ce qu'on gouverne encore la Côte d'Ivoire ou on gère donc un système d'intérêt et de contrôle? Mais vous avez tout dit. Mhm, C'est la gestion d'un système d'intérêt et de contrôle. mhm, C'est carrément la gestion d'un système d'intérêt et de contrôle. Et quand vous regardez même la crise cacaoyère dont nous allons parler, tous ces éléments dont nous allons parler, vous comprenez que c'est toujours la même situation qu'on essaie de voir. En fait, les gens, pour être sûrs de de leur pouvoir, non seulement ils vont contrôler l'armée, donc gérer la sécurité des Ivoiriens pour les mater quand ils voudront manifester, mais en plus, il faut gérer la poche financière, il faut gérer les finances. Il faut contrôler tout à tout point de vue. On contrôle les finances, on contrôle la sécurité, on contrôle tout le pays. Et puis on est assis. Non, ça, vous allez rêver. Je vous assure qu'ils peuvent le faire sur un certain temps, mais ils ne le feront pas tout le temps. Et mhm. ça, c'est vraiment ce que l'on doit pouvoir retenir. C'est pour cela que je le dis et je le redis. On va monter, on va descendre. Nous n'accepterons jamais. Cette D'accord. dynastie des Ouattara, nous ne l'accepterons jamais. Merci beaucoup, docteur Bouga Sako. Il y a un autre sujet qui fait couler beaucoup d'encre et des salives en ce moment. On parle parfois même du grand mensonge. C'est le cas même du cacao. Ça va nous amener à parler donc de la vérité économique, manipulation de la justice. Des prix ont flambé, les prix ont chuté brutalement. Docteur Bogasako, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Où est passée donc la fameuse réserve de stabilisation? C'est-à-dire que la crise du cacao, j'avoue que c'est l'un des sujets les plus graves que le régime Ouattara ait pouvoir être causé dans notre pays. La crise du cacao. Vous savez, le pays Côte d'Ivoire est un pays agricole. Un pays agricole. Nous sommes les premiers producteurs de cacao au monde depuis 1970. Et cette place-là, on ne l'a plus lâchée jusqu'à aujourd'hui. Et le cacao, je veux dire, l'agriculture en général, mais la culture du café et du cacao constitue pour nous la principale richesse de notre pays. Nous sommes tous des enfants de paysans. Nous avons été à l'école parce que nos parents cultivaient le cacao. Nous-mêmes, on a été souvent dans les plantations de nos pères quand on était enfants. Et donc, c'est le cacao qui a constitué la principale source de financement de nos études. Et les Ivoiriens, dans leur grande majorité, sont des grands producteurs de cacao. Une crise cacaoyère, c'est pratiquement la Côte d'Ivoire qui serait paralysée. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler avec mes amis de Trop c'est trop dans les prochains jours, pour ne pas dire les prochaines semaines. Nous allons produire une grande déclaration de soutien au monde paysan, au monde du cacao en Côte d'Ivoire. Et, cher ami Jacques Roger, vous en aurez certainement la primeur. Parce que ce que vit le cacao aujourd'hui, ce que nous traversons aujourd'hui, c'est inédit. Vous vous rappelez, nous étions encore très, très jeunes à l'époque, lorsque le président Houphouët a fait face à cette crise du cacao, et en toute autorité, le président Houphouët avait refusé de vendre le cacao, et il avait même brûlé le cacao. Il dit, je préfère que ça brûle. C'est Houphouët qui nous a donné l'idée de la caisse de stabilisation. Et aujourd'hui, l'idée d'un fonds de réserve a pratiquement toujours subsisté en Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir aujourd'hui, alors que le cacao n'est jamais vendu, n'est jamais acheté aux paysans au prix fixé à l'international. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Oui, bien sûr, Le cacao n'a jamais été acheté aux paysans au prix vendu à l'international. c'est ça.
Mais pourquoi les paysans l'acceptent? Parce qu'ils se disent que un gouvernement qui prévoit toujours, parce que comme l'a dit Girardin, gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir. Qui ne prévoit rien court à sa perte. Fin de citation. Et donc, les paysans acceptent que le cacao soit, par exemple, acheté à l'international à 5 000 et qu'on leur donne 1 500 ou 2 000 francs, comme c'était l'habitude. Parce que le jour où le prix va baisser là-bas, le montant fixé, le prix doit être garanti grâce à la caisse, au fonds de réserve. Avec le régime Ouattara, on s'interroge. Où est passé le fonds de réserve? On l'estimait à près de 1200 milliards de francs CFA. Où est passé le fonds de réserve? Parce que toute la crise aujourd'hui, là, de l'achat du cacao, là, c'est à cause du manque à gagner, à cause des fonds de réserve qui n'ont pas été opérationnels. Donc, en soulevant la question, c'est de réfléchir comment nous allons apporter un soutien à nos paysans qui doivent aussi arrêter parfois de se laisser berner par les politiques. Souvent, j'ai mal au cœur lorsque on dit les planteurs de Côte d'Ivoire sont réunis. Ils ont payé la caution du président Ouattara. Bon, tout ça, là, souvent, quand tu l'entends, tu as mal au cœur. Parce qu'en même temps qu'ils le font, en même temps qu'on le dit, il n'y a pas de démenti. Et c'est très écœurant. Très, très écœurant de voir ça. Donc, voilà un peu ce que je peux dire sur la crise cacaoyère. Mais en l'analysant au fond, vous allez voir que c'est une manne financière. Vous savez, ce pouvoir Ouattara, il a un gros problème avec l'argent. C'est un régime, j'allais dire, d'homme d'affaires. C'est un régime de businessman. C'est un régime qui cherche de l'argent. Partout où il y a l'argent, le régime est là. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont nommé le fils Folero à la tête de toute la, tout l'armada du transfert du cacao à l'extérieur. Parce que l'argent doit rester dans la famille, à tout point de vue. Et je pense que la crise du cacao en Côte d'Ivoire part de là. Tout le problème, il est là. Donc, dans ces conditions, docteur Bouga, le Conseil donc, du café cacao protège-t-il aujourd'hui les producteurs ou, selon vous, donc, le système? Ah non, c'est plutôt le système. C'est plutôt le système. Regardez aujourd'hui, on a nommé un nouveau ministre de l'Agriculture, M. Kone Nabane ou Oui, Nabana. oui, après, oui, exactement. Bon, Comment on appelle ça? Le beau de M. Ouattara, oui. ouais, le gendre. Le genre, voilà, excusez-moi. Voilà, le Non, genre. non, mais c'est du beau gendre, c'est pareil. Mhm. Voilà, c'est une question de famille. Et si vous remarquez ce nouveau gouvernement dont nous venons de parler, les postes juteux, le pouvoir le plus proche, les fidèles de la famille, ce sont ceux-là qui sont à ces postes stratégiques. Il faut que la manne financière soit contrôlée. Donc, la filière va être contrôlée. Le nouveau ministre, dont on attend encore les preuves du travail qu'il attend, on attend les solutions. Non, 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 il a été déjà décoré là. Vous étiez en tant que journaliste à sa décoration ou pas? Non, docteur Bouga, Il c'était- a été décoré dans l'ordre du mérite supérieur de l'agriculture. Quelqu'un qui arrive, il trouve une crise de la vente du cacao, on n'a pas de solution, mais il est décoré. C'est-à-dire que ce pouvoir-là plaisante, quoi. Ce pouvoir-là s'amuse, quoi. Ce sont des plaisantés, des gens qui vont là, le matu vu. Il n'y a rien de concret, mais matu vu. On décore quelqu'un comme ça, alors que les problèmes sont là, les problèmes l'attendent. C'est triste. Donc, est-ce qu'on peut dire que les planteurs ivoiriens sont exploités pendant que d'autres s'enrichissent? C'est évident, c'est ça? Mais évidemment, et d'ailleurs, je crois que dans les travaux que nous sommes en train de préparer avec le mouvement Trop c'est trop, on est rentré un peu dans les détails. Parce que, regardez, le ministre qui arrive, il dit que le cacao de 2800 va maintenant être acheté à 1200. C'est une grosse escroquerie déjà.
Mais entre-temps, tout le stock on a dit vouloir acheter à 2800 n'a pas encore été épuisé. Et donc, les planteurs disent, tant que le stock de 2800 n'est pas épuisé, on ne passera jamais aux 1200. Parce qu'on on veut les gruger pour carrément acheter tout le cacao à 1200 francs. Cher ami, c'est une grosse escroquerie de nos parents. Les parents ne peuvent pas se saigner. Ce sont eux qui font le fondement de ce pays, pendant que les gens, ils créent des postes, ils s'inventent des postes, ils se sucrent sur le dos du paysan. On ne peut pas l'accepter. Donc, on va leur apporter notre soutien. Et les paysans doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ce sont nos parents. Nous allons leur apporter notre soutien. Donc, Voilà ce que je veux dire réellement, à travers cet entretien. Oui. pour conclure avec ça, qui profite réellement de la crise? Est-ce C'est la famille. C'est la famille Ouattara. un instrument politique ou financier? Non, 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 c'est un pouvoir financier, c'est-à-dire que là, c'est une lutte pour les finances. C'est une course aux finances. Et les finances doivent être contrôlées. Autant on contrôle l'armée à travers le Ouattara 2, autant il faut contrôler les finances. Et pour contrôler les finances, toutes les poches de financement, il faut les verrouiller. Le port autonome, on y a placé un certain IE, vous voyez, et on a élargi ses pouvoirs, les pouvoirs avec, je dis, à tout point de vue, même le ministère de l'équipement, l'équipement routier, tout ça, il faut placer des gens sûrs. C'est la même chose que dans le cacao. Non seulement Foleroux joue un rôle important au niveau de l'exportation du cacao, mais en plus, aujourd'hui, on nomme le gendre pour qu'on soit sûr que l'argent reste contrôlé par la famille Ouattara. La Côte d'Ivoire est prise en otage et c'est sans embâche que je le dis, avec toute la douleur, mais c'est la réalité. Et il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est notre devoir. Et j'ai dit. Merci beaucoup, docteur Bouga. Alors, on va essayer de conclure notre émission en parlant maintenant donc d'élections. En début d'émission, vous avez été clair qu'il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Mais réellement, il y a quelques élections. On a l'impression que... Est-ce que pour finir, docteur Bouga, ces élections ne sont pas devenues des mises en scène quand on voit ce qui se passe au niveau de la commission électorale indépendante, au niveau donc des journalistes, au niveau donc de la... On appelait la MUGCI. La MUGFC. C'est la MUGFC. Exactement. C'est la MUGFC. Mais, cher ami Jacques Roger, c'est le triste constat que nous faisons. C'est-à-dire que quand nous nous battions pour que l'élection présidentielle, de façon générale, soit crédible, soit objective, soit transparente, soit démocratique, il y a des Ivoiriens qui ne se sont pas sentis concernés par ce débat. Ils se disent, oh, écoutez, dans tous les cas, les gens ont été éliminés, on a enlevé le nom de liste électorale, le droit a été dit. C'est faux, il n'y a pas de droit qui a été dit. C'est le droit politique qui s'impose au droit juridique. Et c'est ce à quoi nous assistons. Regardez aujourd'hui, quand on a fait le braquage électoral au niveau présidentiel, mais le braquage continue. Je vais prendre d'abord prenez le Conseil national des droits de l'homme. Il y a un gros débat, vous avez vu vous-même, sur les plateaux de NCI, le docteur Adjelou dit clairement, je suis RHDP, etc. S'il y avait un vrai système électoral, M. Adjelou n'aurait jamais été candidat. Parce que selon les principes de Paris, qui sont le texte qui impose les commissions des droits de l'homme, les conseils des droits de l'homme dans tous les pays du monde, il faut à la tête une personnalité crédible, une personnalité indépendante, une personnalité à la limite apolitique. Vous voyez, ce monsieur s'est vautré sur tous les plateaux de télé comme étant un militant politique. Et il arrive à la commission où il représente le président Ouattara et tout, et il va être élu par les commissaires aussi facilement à la tête d'une commission de défense des droits de l'homme. Ça, au plan international, ça va poser problème à notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais passons, c'est du Ouattara, on le prend comme ça. Après cela, vous allez arriver au niveau, pardon, vous allez arriver au niveau maintenant des journalistes. Ah, vos confrères, voici une élection dans une corporation aussi sensible
que la corporation des journalistes. Mais là encore, on sent la main du pouvoir exécutif, le pouvoir d'Abidjan, qui veut toujours contrôler. C'est-à-dire que partout où il y a de grandes élections, le pouvoir d'Abidjan fait tout pour avoir son pion. Pour contrôler tout le pays, c'est-à-dire toutes les poches où il peut y avoir de la résistance, il faut contrôler. Aujourd'hui, je ne sais pas comment l'Union nationale des journalistes que nous avons connue, à laquelle nous avons travaillé pour qu'elle soit crédible, parce que les journalistes, c'est un pouvoir dans la démocratie. Non, le ministre convoque, le ministre annule, le ministre reporte. Aujourd'hui, on en est là. Tout ça parce que le pouvoir d'Abidjan veut contrôler l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Et puis, ça ressemble exactement à ce qui se passe à la MIGFC, la mutuelle des agents et fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, notre mutuelle. Parce que, en tant que fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire, je reste, je reste membre de la MIGFC. Lorsque je suis revenu d'exil, après 10 ans, j'ai été à la MIGFC. Je connais le président, le PCA Sortant, ce sont des amis. D'ailleurs, le président, je le connaissais aussi. Mesme Komoué, si vous avez entendu parler de Mesme Komoué, qui était un ancien syndicaliste, Oui, oui. voilà, de toute façon des amis. Et donc, j'ai été là-bas, je me suis mis à jour, j'ai fait mes papiers et tout. On vient aujourd'hui pour une élection. C'est une affaire des fonctionnaires. Laisser les fonctionnaires battre campagne dans la ferveur, de façon à ce qu'un conseil d'administration soit mis en place pour gérer tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Non, le pouvoir a sa main là-bas. Le pouvoir a toujours sa main. Donc, cher ami, si tu voudrais que je conclue sur cette question, c'est de dire qu'en Côte d'Ivoire, sous Ouattara, il n'y a pas d'élection crédible. Toutes les élections sont pipées. Tant que ce sont des élections importantes, le régime d'Abidjan veut les contrôler. Et le régime d'Abidjan les contrôle. Voilà une paralysie générale à la MIGFC, comment dirais-je, après, à côté de la MIGFC, à l'UNJCI, tout comme au MIDH, un secteur des droits de l'homme qui est contrôlé par le pouvoir. Le régime d'Abidjan veut tout contrôler, y compris la succession de Ouattara. Mais on ne peut pas accepter cela. Et c'est pour ça que... Je comprends bien, tout le système, les institutions sont réellement, ne sont plus indépendantes, tout Non, est non, non. tous aligné. À tout point de vue. Et c'est pour cela que dans ma conclusion à cette première émission, d'après la PAC, de notre retour dans le labo Côte d'Ivoire avec Jacques-Roger Chaud, je voudrais dire à tous les Ivoiriens que l'amour de notre pays n'est pas négociable. Notre amour pour la Côte d'Ivoire n'est pas négociable. Les institutions de notre pays doivent fonctionner selon les normes internationales. Aussi longtemps que M. Ouattara, parce qu'il a braqué l'élection de 2025 pour un quatrième mandat, veut s'imposer à nous et dans tous les secteurs du pays, veut avoir sa même mise sur la sécurité au niveau de l'armée, veut avoir sa même mise sur l'économie au niveau du café cacao, veut avoir sa même mise sur toutes les poches d'existence de notre pays, nous n'allons jamais l'accepter. Ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Et j'ai dit, Rapidement, qui contrôle encore la Côte d'Ivoire? Qui gère le pays? les Ouattara, Merci beaucoup, docteur Bogassako. Et surtout, portez-vous bien et ceux qui nous suivent, rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Et au revoir, docteur Bogassako. merci cher ami, à bientôt. Merci.